Du 8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour à tous, bienvenue en direct du chapiteau du Village du Hof en Avignon et bonjour à notre invité Rémi Flimelin. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de France Télévisions. France Télévisions qui est cette année un partenaire du Festival Hof d'Avignon. On a vu le spot publicitaire en ouverture de cette émission, le spot qui a été diffusé 150 fois sur vos chaînes. Comment on illustre ce partenariat outre ce spot publicitaire? Vous êtes là aujourd'hui et comment s'est décliné le partenariat? Alors, ce partenariat, c'est d'abord pour nous la traduction de deux engagements. Un engagement vis-à-vis de la création et de la diffusion de la création et un engagement sur le territoire, à travers France 3 et sa présence sur l'ensemble du territoire, mais je dirais aussi en Outre-mer. Et il se traduit par un engagement de nos stations régionales auprès des compagnies qui se présentent ici dans le Hof, que nous avons suivi éditorialement dans les journaux au cours des 2-3 derniers mois, et par un suivi ici sur place de ce qu'ils font, c'est-à-dire une capacité pour le milieu dans lequel ils vivent, c'est-à-dire la région dans laquelle ils vivent, de les connaître, de les suivre, de s'intéresser à ce qu'ils font et peut-être demain d'aller les voir. Ouais, avec encore plus de proximité sur vos chaînes. Est-ce que le numérique est un avantage pour la couverture de ce type de festival où on a un petit peu plus de 1250 spectacles? Alors le numérique est aujourd'hui très clairement le déclic, enfin le virage qui va permettre d'abord de diversifier les contenus. Lorsque vous êtes sur une diffusion qui est une diffusion traditionnelle, une diffusion hertzienne, ou même les diffusions qu'on connaissait, vous avez deux problèmes. Le premier, c'est que vous avez un nombre limité de contenus qui peuvent être diffusés. Il y a un espace limité. Et la deuxième chose, c'est que vous ne pouviez pas stocker et revoir. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement démultiplier la quantité de contenus, mais on peut les revoir. Et donc, ne pas être fixé à une heure de diffusion, mais pouvoir les voir au moment où on veut, sur les écrans qu'on veut. Et donc, c'est une révolution de ce point de vue-là pour l'accessibilité à la création qui est absolument considérable. Est-ce que vous avez travaillé aujourd'hui avec les équipes d'Avignon Festival et compagnie sur le futur, sur l'année prochaine ? Alors sur l'année prochaine, on va continuer bien sûr à cet engagement pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce qu'on est au fond sur nos missions principales. Nous sommes encore une fois une télévision de service public. Cette télévision de service public a des missions, et notamment ces missions autour de la création qui sont absolument essentielles pour nous. Nous avons aujourd'hui, grâce à ce qui se passe ici, la possibilité d'accompagner le territoire, et donc évidemment nous allons continuer. Rémi Flimelin, j'ai eu un retour, il faut que je fasse retour de quelques réflexions ici de compagnies, de comédiens, d'auteurs qui sont venus nous voir. J'ai entendu ça dans quelques coins du chapiteau, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y avait vendredi soir une nuit sur France 4 en direct du Festival Hof d'Avignon. L'un des reproches était on n'a pas vu l'ensemble des esthétiques, on n'a pas eu quelque chose de représentatif. Comment s'est fait le choix de la programmation de cette émission ? Alors là, on est typiquement dans le non-numérique, dans le linéaire, et donc on est dans le cadre de choix éditoriaux. Et le choix éditorial, c'est par définition un choix qui segmente. Alors il se trouve que la ligne éditoriale de France 4 est une ligne éditoriale sur le spectacle vivant très tournée vers l'humour. On est partenaire, par exemple, du Festival de Montreux sur l'humour. Et il y a des choix qui sont faits par les équipes éditoriales de France 4 qui, par définition, puisqu'on est sur un nombre limité par rapport aux 1268 offres, ne peuvent pas donner satisfaction à tout le monde, mais à travers ce qu'on fait par ailleurs sur le numérique, sur France 3, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de choses qui sont mises en valeur. Là, on est sur, encore une fois, un choix éditorial très spécifique. Vous restez avec nous pendant toute cette émission. Merci d'être là sur le plateau dans Direct du Hof. On va illustrer l'actualité de ce Village du Hof. Dans l'actu, Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture. Si, on l'attendait depuis le début du Festival Hof. Elle est finalement venue hier soir. Une visite très courte, au pas de course, dans ce Village du Hof, mais qui a été l'occasion d'affirmer son soutien au Village du Hof et au Festival Hof d'Avignon.
Vous savez, je suis déjà venue au village du Hof, et notamment l'année dernière avec le président de la République, l'année d'avant, et puis à chaque fois que je suis venue à Avignon, j'ai vu des spectacles dans le Hof. Ce soir, je vais voir le spectacle de Clémentine Célarié qui est programmé dans le Hof, et je voulais passer au village aussi pour saluer tous ceux qui font vivre ces 1200 compagnies qui viennent se produire pendant le Festival d'Avignon. Vous avez découvert cette énergie particulière du Hof, cette diversité du Hof? La diversité, l'énergie, l'extraordinaire fertilité du Hof, c'est aussi pour le ministère de la Culture une grande fierté, parce qu'il y a aussi dans ces 1200 compagnies, beaucoup de compagnies, presque 400, qui sont soutenues tout au long de l'année par le ministère de la Culture. Et donc pour moi aussi, je me sens tout à fait chez moi ici, bien entendu. Madame la ministre, à vous revoir. Autre personnalité qui est venue nous rendre visite ici au village du Hof, c'est Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a lui aussi franchi l'entrée du village du Hof pour assurer son soutien à Avignon Festival et compagnie. Puis il a parlé aussi de la nécessité de rapprocher le Festival In et le Festival Hof dans la Cité des Papes. Non, mais j'aimerais bien que le bilan dans la journée. Je pense que le Hof a pris une place aujourd'hui irremplaçable à Avignon. Je ne veux pas opposer d'ailleurs le In et le Hof, mais c'est vrai que le plus grand nombre de spectateurs, le plus grand nombre de spectacles auxquels assiste le public, ce sont des spectacles qui sont là dans le cadre du Hof, et que les passerelles doivent être développées à l'avenir et la place du Hof pleinement reconnue. Donc moi j'ai tenu à venir ici saluer le travail qui est fait par Greg Germain et toute son équipe, et aussi le lien qui s'est établi avec les régions. Les régions et les collectivités locales sont devenues des financeurs, des soutiens majeurs de la vie culturelle dans notre pays. Il y a eu même parfois la nécessité de se substituer à l'État qui se désengageait. Je pense à ce qui s'est passé dans le mandat présidentiel précédent. Mais elles l'ont fait parce que ça fait partie de leur mission, ça fait partie en tout cas de leur vision de nos territoires. Et la culture est un lien. Notre projet de société, ça ne peut pas être simplement le redressement productif, économique, budgétaire. Tout ça, c'est indispensable. Il faut que la France soit plus forte économiquement, il faut que chacun ait un emploi. Mais ce qui fait société, ce qui fait qu'on vit ensemble, c'est autre chose. C'est une vision de la civilisation, c'est la culture justement, c'est ce qui nous fait avoir un lien avec les autres au-delà. Et le Festival d'Avignon est un moment très très fort de ce point de vue, de création, d'inventivité, de lien avec la culture des autres régions, des autres pays. Et donc il faut que la place du Hof soit pleinement reconnue, il faut que les soutiens viennent aussi, les collectivités locales, les régions qui étaient réunies aujourd'hui dans le cadre du village du Hof, l'État doivent sans doute être beaucoup plus présents aux côtés du Hof. Et on reviendra tout à l'heure sur la présence des régions dans le Festival Hof d'Avignon avec nos invités. Ce soir, ce chapiteau accueillera un hommage à Antoine Bourseillet, le comédien et metteur en scène. Bonsoir à Laetitia Guédon, Alexandre Ruby, bonsoir à tous les deux. Vous allez mener avec d'autres comédiens cet hommage au comédien, metteur en scène. Pourquoi déjà Antoine Bourseillet? Pourquoi ce choix et pourquoi votre présence ce soir à tous les deux? Alors on a tous les deux travaillé avec Antoine Bourseillet. Moi j'étais son assistante pendant 2 ans. Alexandre a fait beaucoup de pièces avec lui en tant qu'acteur. Et donc il est mort en mai dernier. Et c'était très important pour nous. Greg Germain nous a proposé de faire cet hommage et de réunir des générations très mélangées qui ont travaillé avec lui et de pouvoir lui rendre hommage de façon très simple à travers des lectures de textes qu'il a écrits et de lettres qu'on lui écrit aussi. On va avoir des comédiens d'âge assez différents. Vous êtes très jeune, il y aura des comédiens plus âgés qui seront là ce soir aussi? Il y aura Greg Germain déjà. ça fait un petit mélange. Non, désolé Greg. Non, ce qui se passe avec Antoine qui est très beau, et là on a voulu lui rendre hommage, c'est qu'on vit dans une époque qui est aussi intéressante qu'elle est glissante, c'est-à-dire qu'on veut laisser une place très importante aux jeunes, ce qui est une bonne chose, mais en ayant tendance à pousser un tout petit peu dans une retraite artistique qu'ils n'ont pas choisie, nos aînés qui ont encore beaucoup de choses à dire. Et Antoine avait cette grande intelligence de mélanger et des générations, mais aussi des artistes d'origines différentes et d'engagements très très différents. Et c'est ce qu'on va essayer de reproduire ce soir à petite échelle. Quels sont les textes que vous avez choisis, Alexandre? L'Idiot de Dostoïevski, dont il m'a confié le rôle à 19 ans, et qu'on a joué ici à Avignon au Chêne Noir. Voilà. Et je trouve ça très bien que le Hof lui rend hommage, puisque le Festival In n'est même pas au courant, peut-être qu'il est décédé, puisqu'il n'y a aucun hommage, alors qu'en 67, Jean Vilar lui a demandé d'ouvrir le cloître de Carmes. C'est lui qui a ouvert le 2e lieu du Festival voilà. In. Ouais. Il a diffusé La Chinoise de Godard dans la cour d'honneur.
des petites choses, quoi. Alors, tant mieux que le off soit là. Mais vous porterez ce soir cet hommage. 19h15, ce jeudi soir, c'est dans le chapiteau du village du Hof. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Laetitia, merci à tous les deux. Tous les soirs, nous accueillons Savannah Massé, c'est la blogueuse du Hof. Elle va avoir des pièces, nous en parle, nous les raconte et les critique. Bonsoir Savannah. Bonsoir David. Première pièce, c'est à l'espace Roseau et quand la nuit tombe. Oui, alors aujourd'hui, 2 pièces très puissantes en émotion. Donc, Quand la nuit tombe, en fait, ça nous raconte l'histoire de 2 personnages, donc 2 SDF qui errent au fil du béton des villes. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est mis sous forme de scène, donc ça permet d'avoir un paysage scénique qui change et on les suit dans leur quotidien. Ce qui est important dans cette pièce, c'est qu'on ne met pas du tout l'accent ni sur la pitié, ni sur une forme de misérabilisme, bien au contraire. On met en valeur, en fait, l'importance de l'esprit, l'importance de se souvenir, et donc en fait on comprend à travers leur récit que le fait de se rappeler leur enfance, de continuer à parler, d'imaginer, d'inventer, ça reste une forme de survie. Donc c'est une façon de s'évader de la misère quotidienne, d'oublier la solitude, la faim, la pauvreté, et de continuer à être finalement en faisant vivre son esprit pour ne pas sombrer. Donc c'est un texte très touchant qui est interprété par 2 comédiens très différents, un comédien assez sauvage et un autre, donc Mousse Zouheri, qui moi m'a particulièrement touchée, qui a une humanité bouleversante, donc c'est vraiment un vrai coup de cœur. La seconde pièce est au Théâtre du Balcon, ça s'appelle L'Oubli des Anges. Oui, alors L'Oubli des Anges, donc c'est une compagnie qui revient cette année, qui avait déjà créé Shabbat l'année dernière et qui pointe le doigt sur l'importance de la pluridisciplinarité. Donc à nouveau, avec L'Oubli des Anges, on a un mélange entre la danse, le chant, le théâtre, avec un aspect un petit peu d'opéra assez macabre. Donc ça nous retrace l'indicible parcours assez mystérieux finalement de la mort. Donc on suit une jeune femme de sa mort jusqu'à sa renaissance, jusqu'à sa naissance. Et ça nous questionne en fait sur le destin qu'on peut avoir à travers à travers la vie finalement. Et elle est accompagnée par un requiem d'un homme donc, qui représente un petit peu l'amour et l'attachement. Donc il la suit tout au long de son parcours. Et elle est également accompagnée par des danseurs qui forment une sorte de chorale avec des chants assez spéciaux qui s'approchent presque du religieux, presque limite du fanatisme en fait. Donc c'est assez spécial, mais c'est très, très prenant et très poignant. Et donc il y a cette puissance très présente tout au long de la pièce. Et puis ça nous conduit à certains moments de transe un peu mystique. Merci Savannah Massé, que l'on retrouve sur Internet avec son blog sur le site de Mediapart. Merci Savannah. Merci David. À demain, merci beaucoup. Rémi Flin, je reviens vers vous pour parler de France Télévisions. Quelle est la place qui est donnée au spectacle vivant? On a parlé de théâtre, mais tous les arts ont une place sur France Télévisions chaque année? Alors bien sûr, tous les arts ont leur place. On parle de danse, on parle de théâtre, on parle de musique, à travers soit des documentaires, soit des captations. Nous serons ce soir dans la cour d'honneur, nous sommes à Aix, nous sommes à Orange. Tout cet été, nous avons énormément d'opérations. Nous serons sur l'Interceltique. Bref, la volonté en tout cas de diffuser, d'aider à la diffusion et de donner envie. Parce que, in fine, la vocation du service public, c'est probablement d'aider à la diffusion, mais c'est aussi de donner envie de sortir, d'aller voir un spectacle, d'aller à une exposition, et donc de permettre à nos concitoyens de trouver ce plaisir inouï qui est le contact avec la création. Vous croyez qu'il saura arrêter son poste de télévision après la découverte et aller dans une salle de spectacle? Vous l'incitez à cela? En tout cas, notre volonté, c'est bien cela. C'est de donner envie, de faire comprendre le plaisir intense que représente le contact avec une œuvre. Et si à un moment donné, ce plaisir peut passer à travers une bonne réalisation, une captation, une image, une qualité de son, et que le téléspectateur se dise « mais pourquoi je n'irai pas ?» Eh bien, on aura réussi. Et c'est ça vraiment la vocation finale de la télévision de service public et de France Télévisions. Le Festival Off d'Avignon, ce sont les régions aussi qui sont représentées, 22 régions représentées dans différents lieux, des centaines de pièces de théâtre. Bonsoir Cécile L. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la délégation de la culture. Ce matin, vous avez animé un atelier de réflexion ici. 15 des 22 régions étaient représentées pour échanger, pour essayer de transmettre des idées, des bonnes pratiques. Avant ça, que fait la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, votre région, au sein de ce Festival Off? Alors, je commencerai par une boutade. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle accueille le Festival d'Avignon. Mais en même temps, c'est vrai que pour nous, du coup, en tant que région, on s'est toujours posé la question de comment on pouvait s'inscrire dans cet événement majeur pour le théâtre à l'échelle internationale et donc y compris pour notre région.
Donc en fait, ce qu'on fait, c'est évidemment, on accompagne à l'année des compagnies. Il y en a une 50aine qui sont présentes au moment du Festival d'Avignon et qui sont aidées par la collectivité régionale. Par ailleurs, en tant que région, on aide aussi les scènes permanentes d'Avignon, qui sont regroupées dans une association qui s'appelle les Scènes d'Avignon, et avec lesquelles on travaille pour qu'elles puissent, au moment du festival, accueillir une jeune compagnie régionale et lui assurer en fait un accompagnement de qualité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose auquel on est très sensible. Et les Scènes d'Avignon jouent le jeu par rapport à ça, et je pense que c'est important. Et puis par ailleurs, pendant une semaine, c'était la semaine dernière, on organise ce qu'on appelle les rencontres culturelles et qui sont plutôt destinées, là encore, aux professionnels et aux acteurs du spectacle vivant dans notre région, avec des débats et des colloques qui sont organisés à l'antenne du Conseil régional. Et puis, la nouveauté cette année, c'est qu'on avait souhaité, avec Greg Germain, le président du Festival Off, pouvoir ouvrir un temps de partage et de dialogue avec les régions sur leur présence dans le Festival Off et voir comment on pourrait peut-être aller un peu plus loin et lancer des perspectives. C'était ce jeudi matin dans le chapiteau du Off, on vient de voir quelques images. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui sont ressorties? Parce que chacun fait quelque chose de différent. Finalement, les 22 régions ont quasiment des actions différentes. Il y a des régions qui font comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est-à-dire qui donnent plutôt des temps de débat, de dialogue avec leurs acteurs culturels. C'est par exemple la région Rhône-Alpes qui a une péniche sur le Rhône depuis plusieurs années maintenant. Il y en a d'autres qui louent un lieu et qu'elles mettent à disposition spécifiquement de leur compagnie. Donc là, pour les compagnies, c'est vrai que c'est une aide importante parce que ça veut dire que la compagnie, elle n'a pas à louer un créneau horaire et elle est sûre là aussi d'avoir un accompagnement, y compris certaines régions prennent en compte l'hébergement, le déplacement, donc vont très loin dans l'accompagnement à des jeunes compagnies. Et puis il y en a d'autres qui sont simplement, qui s'inscrivent avec des compagnies qui elles sont simplement présentes pendant les 3 semaines, mais sans forcément avoir un accompagnement spécifique. C'est plus un accompagnement à l'année que proposent les régions. Les régions qui sont un point d'entrée dans le programme du Off, Monsieur le Président, vous faisiez remarquer tout à l'heure que ce programme est très bien fait, qu'on peut rentrer par différents points, on peut rentrer par horaire, on peut rentrer par type, par théâtre, mais on peut aussi rentrer par région, et les régions sont très présentes dans le programme. Je vous ai vu tout à l'heure intervenir dans le débat, dans les images de ce matin. Vous êtes venu apporter ce dont on parlait en tout début d'émission, la présence de France 3 et cette proximité dans les régions. Oui. Encore une fois, le travail qui est fait par les institutions régionales et les conseils régionaux qui vient d'être évoqué, et un travail que nous souhaitons accompagner autant que faire se peut. Moi, il y a une dimension que vous n'avez pas évoquée, madame, et qui me semble aussi très importante, c'est que la culture et la création culturelle, c'est un élément moteur de l'économie. Et cet élément moteur de l'économie est aujourd'hui déterminant. Et aujourd'hui, soutenir la création et le soutenir régionalement comme le font les régions, comme nous pouvons le faire, c'est aussi créer de l'activité dans les régions et donc créer de la richesse à un moment donné. Cette émission, habituellement, on reçoit des comédiens, des acteurs, des auteurs. On a assez peu de partenaires, assez peu d'institutionnels. On va tout de même avoir la présence je vous demande d'applaudir et d'accueillir Fred Poujart, qui est à l'affiche d'un safari arctique. C'est à la caserne des pompiers, rue Carrétry, chaque jour à 18h30. Vous êtes soutenu par une région, c'est la région Champagne-Ardenne qui vous soutient et qui vous accueille. Vous êtes dans un lieu installé aux couleurs de la région Champagne-Ardenne. Oui, je crois que, je suis pas très au courant des historiques, mais je crois que c'est la première région, Champagne-Ardenne, à avoir... c'est parti d'une initiative de comédiens, de comédiens de la région Champagne-Ardenne qui ont trouvé le lieu de la caserne des pompiers. Et puis ensuite, la région Champagne-Ardenne a pris le relais. Et effectivement, comme le disait la vice-présidente, nous, on a un accompagnement qui est très complet, puisqu'on a une subvention globale qui nous permet, en gros, de subvenir à nos besoins en termes de salaire, de recherche de logement, et puis de transport aussi. Donc ça, on est dans des conditions quand même assez privilégiées. On va parler du spectacle, Fred, le Safari Arctique. C'est un écrivain danois que vous avez choisi de mettre en mots. Vous êtes-vous plutôt un récitant, plutôt un conteur? Moi, je suis conteur. Ouais, vous avez choisi de récupérer quelques-uns de ces contes. Alors c'est toujours assez simple, ça se passe essentiellement au Groenland. Très froid, ça va nous rafraîchir. Oui. Ouais. C'est pas simple par contre. C'est pas simple dans l'histoire. C'est souvent des histoires très compliquées. Il y a beaucoup d'humour noir et vous racontez l'histoire entre les hommes qui finalement sont coupés du monde, qui n'ont pas de contact avec les femmes, pas de contact avec la civilisation, sauf entre eux. Voilà, Jörn Riel, c'est un de ceux qui ont travaillé au c'est un nom qui a participé au renouveau de toute la littérature, ou à la connaissance en tout cas de toute la littérature scandinave. C'est un auteur danois qui maintenant a 81 ans, qui à 16 ans est parti sur la côte est du Groenland.
le Groenland appartenant toujours d'ailleurs au Danemark, donc là on est dans les années 50, qui en a ramené des histoires, qui est devenu écrivain, qui maintenant vit dans l'Asie du Sud-Est pour décongeler, dit-il. Et c'est quelqu'un qui revient fréquemment en Europe. Et ce qui m'a touché dans ces histoires, en fait, c'est que ce sont des personnages... Ça me fait penser... En fait, ces personnages, ils me font penser à un livre que j'ai lu récemment, qui est un livre de Jean-Paul Kaufmann, qui est un livre absolument... Enfin, Kaufmann est un écrivain magnifique, mais il a écrit Remonter la Marne. Il a fait un trajet à pied de Charenton-le-Pont jusqu'au plateau de l'Ancre, remontant la Marne, et il a croisé, sur son trajet, des individus qui sont, dit-il, en dehors du flux. C'est-à-dire qui sont regardés peut-être par les pouvoirs centraux comme des marginaux, mais qui sont devenus marginaux par choix, qui ont voulu sortir en fait du flux social, peut-être de notre folie ordinaire. Eh bien, les trappeurs de l'Est groenlandais, c'est comme ça que Jørn Ril les regarde. Alors, il les décrit avec beaucoup d'humour, c'est un humour très râpeux, mais ce sont aussi des hommes libres, qui sont libres par rapport au monde. À un moment, le chef Björken dit « le dernier ayatollah en date, ça les intéresse plus ». Ils sont devenus libres, en fait. Et c'est ça, profondément, que Jørn Ril décrit dans ses histoires. Dans votre mise en scène, vous le racontez, seul en scène avec un musicien ? Voilà, je suis seul en scène. Il y a un musicien qui est un ours aussi, à sa façon, d'ailleurs. On le voit sur le plateau, qui a un instrumentarium très varié. Je n'avais pas prévu de le faire avec un musicien, mais... un jour, il m'a fait écouter je travaille avec lui déjà sur des jeunes publics. Un jour, il m'a fait écouter quelque chose qu'il avait composé la nuit et ça m'a paru complètement collé à l'univers très râpeux, très humoristique et en même temps noir de Ril. Fred Poujart, à l'affiche d'un safari arctique, c'est à la caserne des pompiers, c'est à 18h30. Merci beaucoup, Fred. On va refermer cette émission ensemble avec vous, Rémi Flimm. Qu'est-ce que vous allez voir dans le off ? Vous allez voir un spectacle, rassurez-moi. Oui, je vous ai mis en délicatesse là. Je suis en train de feuilleter, je n'ai pas encore choisi, mais je vais en voir évidemment. Et je suis en train de feuilleter cette offre absolument extraordinaire et variée. Et je vais faire mes choix, bien évidemment. On est très heureux que vous soyez là pour illustrer ce partenariat avec France Télévisions. Je vais rester tout à l'heure pour l'hommage qui sera rendu Antoine ici. Bourseiller. Parce que L'Idiot est un texte extraordinaire et que je me réjouis de voir. Merci beaucoup. Merci de votre présence à cette émission. Merci beaucoup à Cécile Hell, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous nous retrouvons demain 18h15 dans le village du Hof avec une émission consacrée aux femmes ou à la parité. On va décider du thème dans le courant de la soirée. Et puis, non, il est tout à fait décidé, ce sont les femmes qui seront à l'honneur. Et puis, samedi, c'est Bernard Favreau-Darcier qui sera notre invité. Il est l'auteur d'un abécédaire du Festival d'Avignon qu'il connaît par cœur. Il sera avec nous pour cette émission à 18h15 samedi. À demain.